Et je voulais insister auprès de vous ce soir sur l'importance des travaux réalisés par le GEP-EPS, qu'ils en soient aussi publiquement remerciés ce soir. Ce qui nous intéresse évidemment à travers ces Open, c'est toucher une grande partie de la profession. Il s'agit vraiment pour nous j'allais dire, de polliniser les territoires sur les usages numériques par et pour l'élève sur la question des apprentissages. Et comme on le dit souvent, une EPS du 21e siècle, c'est quand même une EPS qui ne peut ignorer ses usages et ses outils. Donc il s'agit bien j'allais dire, d'oser innover, oser expérimenter, là aussi au bénéfice évidemment des apprentissages de nos élèves. Donc ce soir, nous vous proposons une entrée en matière contextualisée par, et c'est intéressant, des apports scientifiques. Ce soir, l'entrée en matière sera prise en charge par Michael Sofianos et il invoquera à juste titre les travaux de Daniel Fabre de Montpellier, que vous connaissez peut-être. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois dans ma carrière, même s'il est honoraire maintenant et en retraite. Son labo travaille toujours sur des sujets tout à fait intéressants autour des apprentissages. Et donc, c'est de cette manière-là que nous allons débuter. Dans la deuxième partie, nos deux collègues, donc Thibaut Dubois et David Perissinotto, aborderont la démarche d'enseignement avec le numérique, avec une illustration sur l'activité handball. Et donc, vous aurez l'occasion, évidemment, de les questionner sur l'ensemble des éléments qui vont vous être présentés. Donc voilà, soyez les bienvenus. Et puis, on lance cette première partie. Michael, c'est à toi. Oui, bonsoir. Merci Ludovic, bonsoir à tous. Et puis, merci de votre présence et du moment qu'on va un petit peu partager ensemble les échanges qu'on va pouvoir avoir ensemble. Juste pour introduire rapidement la petite présentation que je vais faire, je voulais juste resituer notre proposition ce soir. On a fait un choix en fait de ne pas traiter forcément l'ensemble des outils numériques et l'ensemble de l'utilisation des outils numériques qu'on peut avoir aujourd'hui ou qu'on serait susceptible d'avoir. On a choisi de se baser vraiment sur l'apprentissage de l'élève dans la leçon, pendant la leçon, de l'apprentissage à ces différentes phases de l'apprentissage. Et donc forcément, on laissera de côté tout un pan de l'utilisation des outils numériques, notamment l'hybridation qu'on verra effectivement le 29 avril. Donc c'est un choix volontaire et c'est un choix qui, j'espère, nous permettra aussi d'éclaircir avec vous, ou en tout cas de partager avec vous des échanges sur voilà, la place et le rôle des outils numériques à chaque moment de l'apprentissage de l'élève. Le deuxième choix qu'on a fait, le deuxième choix qu'on fait, c'est de ne pas non plus aller trop loin dans l'explication de l'utilisation de ces outils. C'est-à-dire qu'on évoquera des types d'outils, on évoquera des utilisations, mais on ne va pas démontrer ce soir la manière dont on travaille avec ces outils ou la manière dont on crée avec ces outils. Ça, ce sera l'objet des formations qu'on proposera donc dès la semaine prochaine, dans lesquelles les collègues qui seront intéressés pourront se positionner sur des choix préférentiels. Et là, on aura beaucoup plus de temps à ce moment-là, justement, de creuser, d'aller beaucoup plus loin et de faire un vrai apprentissage de l'utilisation des outils. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment échanger et discuter d'une démarche, de la place et du rôle des outils dans l'apprentissage de l'élève. Alors, pour formaliser cette démarche, comme le disait Ludovic Goro, on s'est appuyé sur une démarche qu'a repris Daniel Fabre. Alors, c'est les 4 phases de l'apprentissage. Visiblement, alors j'ai un peu fait pas mal de recherches, évidemment, ils sont attribués à Martin Broadwell, donc dans les années 70, qui a formalisé un petit peu ces 4 phases d'apprentissage, qui ont été repris et qui, je trouve, apparaissent de plus en plus souvent aujourd'hui dans les propositions parce qu'elles représentent, je pense, des phases assez cohérentes par rapport à ce qu'on peut observer avec nos élèves. La deuxième raison, c'est que Daniel Fabre, lui, met en relation ces différentes phases avec une conséquence sur les émotions de la part de l'élève. Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'était justement peut-être mettre en relation cette partie-là
de l'apprentissage de l'élève avec les outils numériques. Ce n'est pas forcément des choses qu'on associe naturellement. Et donc, notre discussion, ce serait de voir un petit peu comment justement on peut s'appuyer à la fois sur les phases de l'apprentissage et de l'émotion de l'élève un petit peu pour faire une analyse de ses besoins et donc de la place et du rôle que les outils numériques peuvent avoir à ce moment-là. Donc, je vais commencer tout de suite la petite présentation qu'on voulait vous faire. Et je rappelle, tout en vous rappelant aussi que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, Frédéric et Élise se feront donc votre porte-parole. Alors, Daniel Fabre, en tout cas dans les travaux qu'il a repris, il met en avant 4 phases du processus d'apprentissage de l'élève. La première phase, c'est ce qu'il appelle, ou ce qui est appelé en tout cas l'incompétent inconscient. Je ne sais pas que je ne sais pas. La deuxième phase, c'est l'incompétent conscient. Je sais que je ne sais pas. La troisième phase, c'est le compétent conscient. Je sais et je sais que je sais. Donc, je crois que les sous-titres sont assez clairs. Et enfin, il y a une quatrième phase, mais qui ne nous intéressera pas beaucoup ce soir, qui est plutôt la phase de ce qui se passe dans le long terme, dans le lointain, notamment avec la phase d'oubli et éventuellement de rappel dans la mémoire. Nous, on va vraiment se concentrer ce soir sur les 3 premières phases. Alors, comme je disais aussi, son analyse, son travail, Daniel Fabre, c'est qu'il intègre le registre émotionnel de l'élève et aussi donc les conséquences que ça peut avoir sur les besoins et les implications donc pédagogiques à chaque étape de chaque phase de l'apprentissage. Et enfin, nous, évidemment, on essaiera de faire un lien et surtout de mettre en avant comment les outils numériques peuvent nous aider, nous, en tant qu'enseignants, mais aussi l'élève, évidemment, dans son apprentissage à chaque phase. Alors, la première phase, en fait, elle part d'une mise en activité de l'élève. Cette mise en activité, quand on lance l'élève dans une activité, l'élève, il est dans cette phase donc d'un compétent inconscient, c'est-à-dire qu'il est sur un registre émotionnel neutre, il est en sécurisation cognitive et affective, et il utilise les ressources dont il dispose. Donc, on a pas mal d'exemples, je pense que tout le monde en a dans sa pratique de tous les jours, où on a des élèves qui fonctionnent, qui ne se préoccupent pas forcément d'ailleurs s'ils ont réussi ou pas réussi, mais qui sont dans une sorte de fonctionnement d'activité. Et ce qu'on va voir après, c'est justement à quel moment on passe de l'activité à l'apprentissage. À cette phase-là, l'élève, donc, de quoi il a besoin pour vraiment rentrer en apprentissage? Il a besoin de prendre conscience qu'il ne sait pas. C'est une phase qui est fondamentale, puisque tant que cette phase de conscience ne se fait pas, il reste dans une activité, on va dire, ludique, ou une activité physique et peut-être cognitive d'ailleurs, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il est engagé un processus d'apprentissage. Et donc, les outils numériques à cette phase-là vont nous servir à fournir des informations qui sont indispensables à la prise de conscience. Alors, on verra, il y a 2 types d'outils. Il y a des outils qui permettent de prélever des informations sur l'activité de l'élève. Alors, ces informations elles peuvent être visuelles, elles peuvent être numériques, statistiques, d'accord? Mais c'est aussi des outils, le deuxième type d'outils, ça va être des outils qui doivent donner du sens. Par exemple, je vais donner un exemple très précis qu'on retrouvera tout à l'heure en handball. C'est que quand on dit à un élève qu'il a réussi 60%, par exemple, d'un objectif, si on laisse cette donnée brute à l'élève, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que globalement, il a fait un peu mieux que la moyenne. Or, on verra tout à l'heure que dans certaines activités, pour certains niveaux d'apprentissage, 60%, c'est tout à fait une acquisition qui est validée. Et donc, c'est à nous de donner du sens à cet apprentissage et aux informations brutes qu'on peut avoir. Ensuite, cette prise de conscience va s'accompagner forcément d'un problème à résoudre. C'est-à-dire que l'élève va prendre conscience qu'il ne sait pas. Et là, forcément, au niveau du registre émotionnel, il va y avoir un côté très désagréable à s'apercevoir qu'en fait, quelque chose que je pensais maîtriser, je ne maîtrise pas. Et ça, c'est une phase qui est très importante, que Daniel Fabre souligne. Et cette prise de conscience, justement, c'est celle qui permet de passer à cette phase 2, donc un compétent conscient. C'est-à-dire là, j'ai pris conscience que je ne sais pas. Mais c'est aussi, comme je disais juste avant, le début d'une vraie séquence d'apprentissage et la rupture entre la séquence d'activité ou de mise en activité et l'apprentissage. Mais cette phase s'accompagne aussi d'un déséquilibre et d'une fragilité émotionnelle et affective, évidemment, puisque là, l'élève s'aperçoit en fait qu'il n'a pas les acquis attendus, qu'il ne maîtrise pas. Et donc, forcément,
il est dans une situation d'échec qui s'accompagne de toutes les choses qu'on peut connaître. Et donc, évidemment, à ce stade, là, il y a vraiment une peur de l'échec, en tout cas d'avoir peur que l'échec se stabilise, qu'il reste, mais aussi on a des peurs du regard de l'autre, et c'est là qu'on a des risques de désengagement ou de démotivation. Alors, on a tous connu des exemples en escalade où l'élève refuse d'affronter sa difficulté, en danse, le refus de se montrer devant les autres, et donc c'est quand l'élève prend vraiment conscience de cette difficulté, qu'il a du mal, par exemple en danse, à accepter la gestion ou le regard des autres sur son corps. Et donc, c'est une phase très importante et qu'il faut prendre évidemment, mais on le fait de manière naturelle, mais on va voir qu'à ce moment-là, justement, l'élève a un certain besoin précis. De quoi il a besoin? Il a besoin d'un parcours d'apprentissage adapté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va prendre conscience qu'il ne sait pas, il va falloir lui proposer des tâches adaptées. Alors ça, on le fait, mais on verra que les outils numériques nous proposeront peut-être de lui proposer des parcours où il pourra cheminer en toute autonomie. Ensuite, l'élève a besoin d'être rassuré sur le temps qu'il a pour apprendre. Il a besoin aussi de retour d'information immédiat et régulier. Donc ça, je ne reviens pas sur les théories d'information, les théories de l'apprentissage, et les feedbacks d'information qui sont immédiats et réguliers. Il a besoin aussi de renforcement positif. Et ça, on verra tout à l'heure comment on peut lui proposer ces renforcements positifs, comment les outils numériques peuvent nous aider, en tout cas, à lui montrer, à lui donner ces renforcements positifs, qui ne sont pas toujours évidents à faire sans les outils numériques. Il a aussi besoin d'être mis en réussite, en tout cas de sentir ce sentiment de réussite. Ensuite, il a besoin de percevoir ses progrès. Et enfin, il a besoin d'un climat de classe propice, notamment grâce à des évaluations qui sont plutôt autoréférencées que des évaluations qui sont à base de compétition, ou en tout cas de comparaison sociale. À ce stade-là, l'évaluation, évidemment, il faut qu'elle soit formative et non surtout pas sommative. Et justement, on va pouvoir, grâce aux outils numériques, répondre à certains besoins de ces élèves. Les outils vont nous permettre à créer des parcours adaptés et interactifs, c'est-à-dire à proposer, en fonction de l'analyse qu'on a fait des besoins de l'élève, des parcours personnels, personnalisés, qui vont permettre à chaque élève d'évoluer en fonction de sa propre vitesse d'apprentissage. Ensuite, on va avoir des outils numériques qui vont nous permettre d'avoir des feedbacks réguliers et immédiats, dont on sait qu'ils sont fondamentaux dans l'apprentissage. Ensuite, on va avoir aussi des outils qui vont nous permettre, qui vont aider en tout cas l'élève à percevoir ses progrès. Tous ces petits pas qui ne sont pas forcément faciles à faire apparaître de manière générale dans un apprentissage entre guillemets normal, sans outils numériques. Et enfin, évidemment, les outils numériques, puisque c'est le but de notre proposition, vont favoriser la mise en place d'une évaluation qui est formative, auto-référencée, dans laquelle on va pouvoir justement mettre en place des grilles qui vont permettre aux élèves de proposer en tout cas aux élèves des grilles qui vont être personnalisées avec un progrès. Alors, je crois que quelqu'un a son micro, si c'est possible de le fermer. Et donc, de permettre de proposer en tout cas aux élèves des grilles d'évaluation qui ne soient pas justement basées sur la comparaison entre les élèves, mais qui soient totalement personnalisables. À la fin de cette phase, on arrive donc à la troisième phase, c'est-à-dire que l'élève va prendre conscience qu'il est compétent, enfin on espère en tout cas, si la phase d'apprentissage a été efficace, c'est toujours ce qu'on espère évidemment. Mais pour ça, il va falloir que l'élève prenne conscience aussi justement qu'il a acquis ces nouvelles compétences, ces nouvelles capacités. À ce niveau-là, quand il a pris cette conscience-là, il est évidemment dans un registre émotionnel beaucoup plus agréable, puisque là, il y a un fort sentiment de satisfaction et de maîtrise qui apparaît chez lui. Et il fonctionne évidemment beaucoup plus en référence interne, donc il aura moins besoin évidemment de renforcement, de motivation externe, etc. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on lui apporte aussi des outils, et ça va être ses besoins. Il a besoin de prendre conscience de ses activités. Nous, au GEP, on pensait effectivement qu'il y avait une phase 2 bis, et je pense que vous en avez tous rencontré dans vos enseignements. C'est l'élève qui a acquis les compétences, mais qui n'en a pas encore conscience. Donc, on pourrait l'appeler le compétent pas encore conscient. Et donc, il va falloir lui faire prendre conscience qu'il a acquis ses acquisitions. C'est aussi une phase, évidemment, où c'est nécessaire de faire une évaluation sommative pour justement montrer aux élèves qu'il a validé certaines acquisitions, en tout cas qu'il a acquis les compétences attendues. À ce niveau-là, les outils numériques vont nous permettre de percevoir et d'identifier les acquis des élèves, et à l'élève de percevoir et d'identifier ses acquis, et aussi donc de valider ses acquisitions.
Plus loin dans le temps, on va aller vers une quatrième phase que Daniel Fabre, donc, en tout cas que ce modèle a intitulé le compétent inconscient, mais qui nous intéresse moins aujourd'hui. En tout cas, on pourrait évidemment parler du transfert, du rappel, etc. dans la mémoire, mais en tout cas, c'est moins ce qui nous intéresse ce soir. Nous, on va vraiment se fixer sur les 3 premières phases de l'apprentissage et de voir pour chacune d'entre elles comment les outils numériques donc, vont répondre aux besoins qu'on a identifiés de manière assez sommaire, mais voilà, sur l'élève. J'en dis pas plus. Je vous laisse éventuellement poser des questions si vous en avez, ou des points sur lesquels vous voulez que je revienne, ou qu'on échange, qu'on discute aussi, évidemment, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous apparaissent à vous et qui n'apparaissent pas ici, et c'est toujours intéressant. Et donc, pour l'instant, nous n'avons pas eu de questions, Mika. D'accord. Et donc, pour catégoriser un tout petit peu les types d'outils, on a pensé intéressant de justement les formaliser au travers de la progression de ces 4 phases, notamment d'intituler la place et les rôles. Pour nous, on a d'abord, dans un premier temps, quand on met les élèves dans une activité, 2 types d'outils. D'abord, des outils qui nous permettent de prélever des informations sur l'activité de l'élève. Alors, vous en connaissez, on en connaît tous, hein, ça peut être des relevés d'informations chiffrées, statistiques, visuelles, des applications telles que Multicompteur, telles que Coachize, telles que Sprint Timer, telles que, on ne va pas tous les faire, mais Vidéo Delay. Voilà, ce sont des applications qui nous permettent de prélever des informations qui sont, en tout cas, on l'a nommé comme ça, des informations brutes. Mais pour qu'il y ait un vrai bénéfice, il faut que ces outils soient associés à des outils qui vont donner du sens à ces informations-là. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un pourcentage, on verra tout à l'heure, il y en a d'autres. Grâce à ces 2 outils, on va pouvoir permettre à l'élève une première prise de conscience, comme j'ai dit, qui permet de passer sur cette 2e phase d'un compétent conscient. À partir de là, on va faire avec l'élève un travail d'analyse, où on va essayer d'identifier des obstacles et des besoins. Une fois qu'on aura identifié les obstacles et les besoins de l'élève, on va pouvoir lui proposer, et c'est le 3e type d'outils, des outils donc de formalisation de parcours qui vont donc permettre, ou nous permettre à nous en tout cas, de proposer aux élèves des parcours autonomes, qui vont permettre aussi à l'élève d'avoir des tâches peut-être plus adaptées. Alors, quand je dis individuel, ça peut être aussi par petits groupes, évidemment, mais surtout des outils interactifs, c'est-à-dire que des outils qui vont nous permettre aussi à nous, en tant qu'enseignants, de nous décharger des tâches du fait de tâches administratives, ou en tout cas du tâche des consignes, ça les tâches de consignes. Une fois que la séquence d'apprentissage est lancée, l'élève est donc mis en recherche de solutions cognitives et motrices. Et donc là, on va avoir besoin d'un 4e type d'outils. Ce sont les outils qui vont permettre d'apprécier l'évolution des progrès et de valider des acquis. Et grâce donc à cette 4e forme d'outils, on va pouvoir, on l'espère en tout cas évidemment, permettre à l'élève peut-être de manière plus efficace d'accéder à la conscience en tout cas des compétences qu'il a acquis. Voilà, donc moi c'était la petite introduction que je voulais vous faire, qui n'était pas si petite que ça, mais qui vont nous permettre un petit peu, vous allez le voir je pense dans la suite de la présentation de Thibaut et de David, de pouvoir à chaque fois catégoriser les propositions qu'ils vont faire et de les resituer par rapport à ces différentes phases de l'apprentissage. Je laisse donc la parole à David et Thibaut. Très bien. Merci en tout cas, Mickaël. Alors, c'est toujours intéressant de poser un cadre de référence pour pouvoir aussi mieux circonscrire les enjeux, la manière de raisonner autour de tous ces process. Donc, ces éléments vous seront livrés dans un 2e temps et consultables évidemment via le site. Donc, on laisse la parole à Thibaut Dubois en duo avec David Perissinoto. Messieurs, c'est à vous. Alors, Mika, merci voilà, pour l'intro à laquelle on va se rattacher effectivement dans toute la présentation qu'on va pouvoir vous faire. On fera des petits rappels au fur et à mesure. Donc, tu parlais à l'instant des outils. Donc, nous, on a fait le choix, comme tu l'as dit, assumé de restreindre à peu d'outils et surtout à la démarche. Alors, je vais tout de suite évacuer le problème des outils. Les 3 outils qu'on va utiliser ce soir, c'est Multicompteur, c'est un tableur et une présentation. Donc, c'est des outils qui sont multiplateformes et donc que vous pouvez utiliser au quotidien avec vos élèves, que vous ayez de l'Android, de l'Apple. Voilà, c'est vraiment pas un souci.
Donc, je vais vous partager mon écran pour pouvoir démarrer cette présentation et vous expliquer très concrètement avec mes élèves ce que je vais faire. Donc, mes élèves arrivent en handball et puis, situation diagnostique qu'on fait tous en tant qu'enseignants, mais c'est bien, elle nous concerne nous en tant qu'enseignants. Puis généralement, on dit aux élèves, voilà, on a remarqué que. Là, l'idée, c'est de faire remarquer aux élèves par eux-mêmes là où ils en sont. Quel est leur niveau d'acquisition ou quel est leur manque, puisque c'est bien de manque à un moment dont on va parler. Donc, c'est la phase prise de conscience que vous voyez affichée sur cette diapo. Et on va leur donner la consigne affichée à l'écran, donc un temps de jeu de 6 minutes, 2 équipes qui jouent, les autres équipes observent, et on va faire une observation quantitative. On leur met bien, on veut le rapport d'accès à la zone de marque par rapport au nombre de possessions. Donc, bien sûr, avec les élèves, je prendrai le temps de détailler tout le vocabulaire, tous les termes techniques, ce que je ne vais pas faire ici. Concrètement, mes élèves, ils vont avoir à disposition des tablettes sur lesquelles sont installées l'application multicompteur. Et je vais leur demander, voilà, répertorie-moi le nombre de fois où l'équipe accède à la zone de marque et le nombre de fois où l'équipe est en possession de la balle. Donc, vous voyez sur les critères d'organisation qu'on propose d'avoir 2 observateurs par tablette, dont un aboyeur, parce que pour un élève, ça va être un petit peu dur d'observer en direct ce qui se passe. Vous allez pouvoir le tester tout de suite après, mais retenez que vous, là, vous allez le faire avec votre œil expert, le professeur de PS. Donc, nous, on va plutôt mettre 2 observateurs à chaque tablette, un qui va commenter l'action avec le vocabulaire très précis qu'on vient de donner, accès à la zone de marque, en précisant quelle équipe, possession, en précisant quelle équipe. Et l'autre élève, lui, ne va pas lever le nez de la tablette et va appuyer. C'est lui qui va saisir sur multicompteur. Et puis, on leur demandera, en fin de match, de reporter les données dans un tableur. Donc ça, j'y reviendrai dans un second temps. Et puis, vous voyez qu'on profite au final de cette consigne pour donner aussi une petite consigne d'utilisation du matériel numérique, qui est du matériel partagé et dont on va prendre soin puisqu'il appartient au collège. Donc, on ne va pas poser une tablette par terre pour pas la casser. Et puis, surtout, on ne va pas réinitialiser l'observation avant que le professeur l'ait demandé, puisque sinon, les élèves perdraient les données. Alors, nous, le but, c'est vraiment de récupérer toutes ces données-là. Donc là, j'ai détaillé pas mal cette première fiche de consigne. Je détaillerai moins les autres. Vous retrouverez tout le temps la même façon de présenter, puisqu'il nous apparaît relativement logique d'utiliser tout le temps la même présentation avec les élèves pour qu'ils puissent se repérer au sein des documents quand on leur propose. Ça va nous permettre aussi. Je complète, Thibaut. En fait, là, la présentation qu'on vous montre, en fait, elle serait vidéo projetée dans l'idée. Je ne sais pas si je suis pas sûr que tu l'as dit au départ, elle est vidéo projetée et ce serait un style de présentation. Donc, c'est une proposition, bien sûr, qui serait réutilisée dans toutes les propositions qu'on va faire pour que l'élève, à chaque fois, repère les informations où elles sont. Et c'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes, un chrono, le temps, voilà. C'est-à-dire que l'élève aille prendre l'information. Alors, bien sûr, vidéo projetée, ça fait partie aussi du numérique. Vidéo projetée, la consigne, qu'elle soit toujours accessible, qu'elle ne soit pas que orale. Ça change beaucoup les choses. Et le fait de structurer aussi, de donner toutes les informations nécessaires, mais sans dépasser aussi trop d'informations, ça paraît aussi efficace. Et ça fait partie totalement, en fait, de l'utilisation du numérique. Donc voilà pour la partie consigne. Donc, comme vient de dire David, c'était vidéo projetée. Les élèves ont lu la consigne, on leur a explicité ce qui devait être explicité. Et donc maintenant, les élèves vont observer le match. Alors, on vous a prévu une petite séquence vidéo que vous allez voir. Alors, non pas des élèves, mais des enfants en action, parce qu'avec le contexte sanitaire, on n'a pas pu cette année filmer nos élèves en handball. Et vous allez voir une petite incrustation dans la vidéo en haut à droite. Donc là, c'est la tablette élève qui sert pour l'observation quantitative, donc multi-compteur. Et vous allez voir que, au final, l'affichage est quand même très, très simple. Et puis là, il va s'incrémenter au fur et à mesure de la vidéo. Donc, je laisse toute la vidéo se dérouler. Et puis, juste après, on voit ce qu'on fait de toutes ces données et de ces écrans.
peut commenter à la limite, hein, Thibaut, je pense. Donc alors, je commence le ouais. commentaire. Oui, parce que tu vois, sinon, c'est très sordide. Il n'y a pas de musique, rien. Alors, vous voyez en haut à droite là, l'écran multicompteur. Donc, tout simplement, pour que les chiffres s'affichent, l'élève observateur, sur les consignes de son aboyeur, va appuyer sur les ronds gris. Donc, sur chaque possession de balle, l'élève va devoir appuyer soit sur le rond gris clair, soit sur le rond gris foncé. Vous voyez qu'instantanément, on nous renvoie plusieurs informations. L'écran nous renvoie plusieurs informations. Le nombre de fois où l'équipe a atteint la zone de marque, donc ça, c'est le oui. Le nombre de fois où l'équipe n'a pas atteint la zone de marque, ça, c'est le non. Et puis, vous voyez qu'on a en dessous du trait noir un chiffre qui correspond en fait à la somme des oui et des non. Donc, ce qui correspond ici dans notre situation au nombre de possessions totales pour mon équipe. Et puis, vous voyez que nous, l'affichage, alors c'est un affichage qu'on n'est pas obligé d'avoir, mais là, quand on a encodé la vidéo, c'est ce que nous, on a demandé. On a demandé un affichage du pourcentage. Donc, c'est ce que disait Michael tout à l'heure. Le pourcentage, là, il est brut. On le laisse à la libre interprétation de l'élève. Maintenant, qu'est-ce qui est attendu par le professeur? Là, l'élève, pour l'instant, il ne sait pas. 67%, c'est bien, c'est pas bien. Il n'en a aucune idée. Donc, il va falloir utiliser un deuxième outil où l'élève va pouvoir saisir ses résultats et là, ça va le renseigner sur le degré de compétence qu'il a par rapport à l'attendu de l'enseignant. Donc, cet outil, ce deuxième outil, ça va être un tableur. Je vais quitter cette vue pour retourner sur le tableur. Voilà, ce tableur que nous, on appelle donc une saisie déportée, c'est-à-dire qu'elle se fait à un endroit un petit peu à l'écart de la salle pour que les élèves puissent rentrer tranquillement, sereinement leurs résultats et puis les analyser tout aussi tranquillement. Donc là, nous, dans notre exemple, on a répertorié le nombre de possessions sans accès à la zone de marque et le nombre de possessions avec accès à la zone de marque. Et puis, bien entendu, on aura relevé le score du match, donc on aura le nombre de buts. Donc, à la fin du match, on va demander à nos élèves de rentrer leurs différents chiffres à l'intérieur des cases jaunes. Vous remarquez que je ne vous ai pas parlé du total possession, qui, elle, est une case blanche, parce qu'en fait, les cases blanches, nous, on a déjà anticipé ce qu'on voulait qu'elles affichent. Donc, en fait, l'élève n'aura jamais à saisir dans ces cases-là. Elles vont se saisir automatiquement pour pouvoir donner peut-être plus de sens et aussi plus d'informations à nos élèves. Alors, je vais rentrer des choses fictives avec deux profils différents, on va dire. Je vais mettre 20. On est d'accord que ça ne serait pas possible sur un match d'avoir ça. C'est vraiment pour vous montrer comment fonctionne cet outil. Et puis là, on pourrait avoir 5 buts. Et puis là, on pourrait par exemple avoir 16 buts. Donc, vous voyez que dès que j'ai rentré les données dans mon tableur, il s'est passé des choses. Et l'élève, il va les voir, ces choses. Et puis, dès que je vais changer un chiffre, vous allez voir qu'il s'est passé de nouveau quelque chose. Il y a une case qui a changé de couleur. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire l'élève saisit ces chiffres, donc en possession sans accès et possession avec accès. Du coup, moi, je lui renvoie le total possession. Là, le total possession, si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, sur multicompteur, il était affiché, je vous ai indiqué que c'était le chiffre qui était en dessous de la barre noire. Là, le fait de l'afficher sur le tableur, ça peut permettre une vérification aussi de la saisie des données pour l'élève. Est-ce que j'ai bien saisi mes données ou pas? Une fois que j'ai rentré l'ensemble de ces données, vous avez vu que dans la partie globale, c'est quelque chose, tout à l'heure, qu'on pouvait avoir en partie. C'est-à-dire qu'on avait bien le pourcentage de possession avec accès à la zone de marque. Ce pourcentage, je vous ai indiqué tout à l'heure que nous, on avait demandé l'affichage dans l'appli, c'était les pourcentages qui étaient dans les petits ronds. Par contre, ce que l'élève n'avait pas dans les ronds, c'est la couleur, c'est-à-dire comment il se positionne par rapport à ce que j'attends de lui. Vous avez vu qu'on a mis en dessous du tableau la couleur attendue par l'enseignant. Donc, l'élève va pouvoir comparer le niveau de vert de la cellule pour savoir
Est-ce que je suis très loin du niveau de vert attendu par l'enseignant ou est-ce que je suis au même niveau de vert? Ou est-ce que je suis plus foncé? Si je suis plus foncé, c'est que j'ai fait encore mieux que ce qu'attendait le professeur. Oui, le principe en fait de cette couleur, hein, c'est que c'est un dégradé de couleur et on utilise une fonctionnalité qui s'appelle la mise en forme conditionnelle, qui existe dans tous les tableurs. D'accord, et qui permet justement que la couleur choisie s'affiche, et notamment en dégradé, c'est le principe, en fonction du pourcentage trouvé. C'est important ce qu'a dit Thibaut tout au début, c'est-à-dire de bien guider l'élève à partir du moment où c'est l'élève, on rappelle, hein, c'est l'élève qui est venu, les élèves qui sont venus saisir. Il faut que ce soit très clair pour eux et il faudra en prendre l'habitude de les guider dans quel cas je saisis les choses et dans quel cas je vais trouver des informations. Cet effet de couleur, en fait, il paraît très très simple et évident, mais en fait, c'est justement là où va se passer, et comme ça, Mika, je pense qu'on pourra revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire que là, on est dans la première phase, la prise de conscience, c'est-à-dire tant que je n'ai pas ce retour-là, je ne sais pas où j'en suis. Donc, je ne sais pas que je ne sais pas. Hein, on est dans la phase 1 de ce qui a été dit tout à l'heure. Et là, on va justement, à partir de là, commencer à pouvoir travailler. Et donc à déclencher quelque chose sur l'élève. Juste pour compléter, parce que Thibaut l'a dit tout à l'heure, mais ça nous paraît vraiment fondamental. Effectivement, là, dans cette première observation, on utilise 2 outils. Et donc, la première réaction qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout faire sur un outil ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire tout directement? Et nous, avec l'expérience aujourd'hui, on trouve que cette saisie des portées, c'est-à-dire ce temps donné aux élèves d'analyse qui est différent du temps de l'observation et qui est différent du temps de l'activité, il est fondamental. C'est vraiment à ce moment-là qu'il se passe un certain nombre de choses dans la prise de conscience et dans la compréhension. Et si cette phase, elle est squeezée, si elle est passée, si elle n'existe pas, et ben, cette phase ce temps de réflexion qu'on donne à l'élève, il n'existe pas, ça va trop vite et en fait, il repart directement ou sur une situation de jeu ou sur un autre rôle, mais il n'y a pas ce temps-là. Et donc, cette saisie des portées, ce n'est pas une perte de temps. On prend du temps, mais pour en gagner ensuite. Oui. Donc là, en fait, les choix, vous êtes bien conscient que les choix qu'on propose, ce sont des choix qui ont été, on va dire, qui seraient valables selon vos élèves. C'est-à-dire c'est à vous de fixer, par exemple, le pourcentage d'accès. Est-ce que vous voulez travailler l'accès en zone de marque? Est-ce que vous avez déjà des élèves qui sont déjà plus avancés là-dedans? Donc ça, c'est un choix pour la situation. Ça veut dire que c'est en fait ici que tout va se jouer. C'est-à-dire sur quoi vous voulez que l'élève prenne conscience. C'est ce qui fera toute la différence. Donc là, on est parti sur, a priori, la chose la plus simple, c'est juste est-ce qu'on accède à la zone de marque au niveau, là, on serait en niveau collège, éventuellement avec des 6e, hein, par exemple. Et donc, pour l'instant, a priori, le problème, c'est déjà accéder à la zone de marque. On va passer à la deuxième phase, je pense, Thibaut, pour la suite. Juste pour signaler avant que là, on a tout de suite, avec cet outil tableur, une nouvelle donnée qui est apparue que l'élève n'avait pas sur sa tablette. C'est le pourcentage de buts par rapport au nombre d'accès à la zone de marque. Ça, nulle part ça figurait sur sa tablette. J'ai pu l'afficher sur ce tableau-là parce que j'avais les autres données et donc j'avais anticipé ce calcul-là. Mais si là, l'élève n'avait pas eu son tableur, il n'aurait pas pu prendre conscience de cette valeur-là et de cette donnée-là. Donc là, comme disait Mika tout à l'heure, effectivement, l'élève, ce n'est pas pour lui une perte de temps. Je peux lui demander de relever peu d'indices, mais avec ces indices, de multiplier les informations que je lui renvoie derrière. Donc, effectivement, on va pouvoir passer donc, à la deuxième phase. Donc, je reviens cette fois-ci sur ma présentation des consignes. Et vous voyez que cette fois-ci, on fait le rapport nombre de tirs sur possession. C'est une observation toujours quantitative, mais qui va être différente parce que je veux affiner telle chose ou telle chose. Et on pourrait le combiner à une observation qualitative, c'est-à-dire le nombre de tirs en position favorable par rapport au nombre de tirs totaux. Donc là, bien sûr, encore une fois, il faudra définir le vocabulaire avec les élèves. Qu'est-ce qu'un tir en position favorable, etc. Et vous allez pouvoir, du coup, obtenir une situation qui, en vidéo, donnerait à peu près la chose suivante.
Donc, vous voyez que c'est exactement la même vidéo que tout à l'heure, mais cette fois-ci, l'élève qui saisit les données va avoir une ou deux actions à faire pour chaque possession. La première action, ça va être d'appuyer sur un des deux ronds des carrés du haut. Est-ce que l'équipe tire lors de la possession? Oui ou non? Si l'élève appuie sur non, il ne se passe rien d'autre. Maintenant, s'il appuie sur oui, il va falloir qu'il renseigne aussi le carré du bas. Le tir est-il effectué en position favorable? Donc, la position favorable, là, pour l'exercice, nous, on l'a défini comme seul à la zone et centré par rapport au terrain. Donc, du coup, on n'aura pas forcément le même nombre de données dans le carré du haut et dans le carré du bas. Mais ça, ce n'est pas grave, ce n'est vraiment pas un problème. L'élève, il faudra bien qu'il fasse attention après, je vais vous le montrer quand on arrivera dans le tableur, de bien saisir maintenant la bonne donnée au bon endroit, puisque vous avez remarqué qu'on s'applique tout le temps à créer les questions d'observation pour que les réponses soient oui ou non. Alors ça, c'est juste par simplicité avec vos élèves. Ils ne vont pas avoir à écrire des grandes phrases. Oui ou non, ça va très, très vite et on trouve tout le temps la question qui se répond, du moins le plus souvent possible, la question qui se répond par oui ou non. David, si tu veux affiner un petit peu tout ce que j'ai pu dire là. Tu as tout dit. Alors, effectivement, dès qu'on passe à 2 observations, obligatoirement, ça veut dire qu'on a des observateurs qui sont un peu plus aguerris. On ne vous conseille pas de commencer directement par 2 observations, plutôt y aller par étapes. C'est un cheminement, en fait, l'utilisation du numérique, puisqu'il faut que les élèves prennent l'habitude de l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut être très, très clair au début. Et là, ça paraît vraiment extrêmement simple, en fait, d'utiliser l'application. Justement, ça permet de ne pas perdre de temps sur une explication qui n'en finirait pas pour savoir comment remplir telle chose. Là, vous avez vu que c'est un simple appui sur des boutons. La grosse différence, et là, qu'il va y avoir dans le numérique, c'est qu'on pourrait faire exactement la même chose avec une feuille. Bien sûr, surtout sur assez peu d'actions. La différence, pour l'avoir expérimenté, vous testez des élèves avec une feuille et des élèves avec une tablette, ils n'ont pas du tout la même attitude, mais vraiment pas du tout. Et pourtant, ils font exactement la même chose. Et toujours l'effet, comme l'a dit et incité Mickaël dessus, sur la saisie des portées, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont observé et qu'ils vont devoir aller rentrer les données, si cette saisie des portées se passe à un autre endroit, vous verrez qu'au fur et à mesure, il y aura, avant d'aller saisir les données, des élèves qui vont discuter, qui vont revenir un peu sur ce qu'ils viennent de faire avant d'avoir le résultat de ce qu'ils vont faire. Et là, il va se passer, encore une fois, on va montrer la suite qui est déjà affichée. Donc, on va reprendre l'idée, bien sûr, du tableur qu'on va remplir avec des cases indiquées comme étant remplissables avec la couleur jaune et puis des cases qui vont se remplir automatiquement. Là, on va aller au-delà. Vous voyez que Thibaut commence à remplir cette feuille. Et alors, on a non seulement, comme tout à l'heure, des cases qui s'éclairent avec des pourcentages, des données, des degrés d'attitude de la compétence par rapport à ce qu'on veut. Et en dessous, ce sera la suite, on a une espèce d'analyse qui se fait automatiquement avec qu'est-ce qu'il y aurait à travailler, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer. C'est-à-dire que là, avec une observation qui paraissait très très simple au début et juste en rentrant 4 données, puisqu'au final, les élèves là, vont rentrer 5 choses, pardon, 5 cases, ils vont remplir 5 cases, ils vont avoir derrière énormément d'informations. Bien sûr, il est évident que là, on a mis beaucoup d'informations disponibles. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre autant. C'est encore une fois en fonction du type d'élève que vous avez, de l'information que vous voulez leur transmettre. Mais c'est ici qu'on va insister. Donc là, on retrouve dans le global, comme on avait tout à l'heure, les pourcentages avec, là, ce qui manquerait, à la limite, c'est les couleurs attendues, etc. Mais on l'a remplacé par, à côté, voilà, le degré d'acquisition, avec des termes maîtrisés, dépassés, fragiles, insuffisants. Voilà, donc tout ça se paramètre dans le tableur. Donc ça, c'est le côté technique, c'est pas ce qu'on va voir ce soir. Et en dessous, donc on a, en fonction des chiffres, donc bien sûr, tout ça est bien sûr préparé à l'avance, en fonction des chiffres, des indications, voilà, pour l'équipe 1, a priori. Donc si j'analyse si les chiffres sont corrects, l'accès est régulier à la zone de marque. Donc si l'accès est régulier à la zone de marque et qu'on estime, d'ailleurs on le voit dans le degré d'acquisition, qu'il est dépassé, ce ne serait peut-être pas quelque chose à travailler. Par contre, on remarque que leurs tirs sont le plus souvent en zone défavorable. Donc par rapport au pourcentage retenu, et on voit que l'acquisition de la compétence est marquée à fragile. Et donc en dessous, on se retrouve avec un objectif de travail proposé, qui est proposé pour l'instant par l'outil, se mettre individuellement ou collectivement en position favorable pour tirer. Si on a la même chose, analyse pour l'équipe 2, l'accès aussi paraît bien, le tir est souvent en position favorable, et
Ah, par contre, non, pardon, c'est moi qui ai mal lu. Accès régulier à la zone de marque pour la deuxième équipe. Donc là, il va falloir peut-être travailler ça en priorité. Et donc, leur objectif de travail n'est pas le même. C'est faire progresser collectivement ou individuellement le ballon vers la zone de marque. Là, au niveau des phases de l'apprentissage, peut-être Mika, peut-être faire là où on se trouve. Oui, là, on voit, alors, oui, pardon. Là, on voit effectivement deux parties différentes, puisque là, on est un petit peu plus sur la deuxième partie de ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt le suivi des progrès et éventuellement même peut-être la troisième, la validation des acquisitions, puisqu'on voit que sur les dernières colonnes du tableau, on a tout de suite l'élève peut identifier tout de suite son degré d'acquisition de la compétence. Donc, on est à la fois sur la deuxième partie, le suivi des progrès, et aussi sur la troisième. Mais ce qui est intéressant justement, je pense pour les collègues aussi, c'est de voir que, vous voyez, que ça ne nécessite pas non plus une multiplicité des outils. Avec un outil, on peut très bien avoir plusieurs fonctions. Et c'est aussi ça qu'on voulait proposer ce soir. Parce que ce qui est intéressant de voir, je pense, c'est qu'il n'y a pas besoin non plus de 50 outils pour faire une séquence ou pour programmer en tout cas le suivi de l'apprentissage des élèves. On peut avoir sur un même tableau à la fois le suivi des progrès et à un moment donné la validation des compétences. Je voulais juste revenir 2 minutes sur une question qui a été posée par Elodie sur la saisie déportée, par qui elle était faite et qui est-ce qui faisait cette saisie déportée. Alors, moi, je vais donner mon avis, peut-être que David, tu répondras après. Cette saisie déportée, elle dépend des objectifs pédagogiques que tu t'es fixé, Elodie, pour moi. C'est-à-dire que si jamais tu souhaites que ce soit les élèves qui fonctionnent en auto-évaluation, c'est les élèves qui ont joué, qui viennent de finir l'activité, qui vont eux-mêmes faire leur saisie déportée. Et si par contre, on est plutôt dans un dispositif de co-évaluation ou de travail en groupe, par exemple, on peut très bien imaginer que ce soit à la fois les observateurs et à la fois les joueurs ou ceux qui ont fait l'activité qui vont ensemble faire cette saisie déportée. Et ça peut donner lieu à ce moment-là, justement, à un échange, à des discussions, un échange entre ce que les observateurs ont vu d'un point de vue extérieur, ce que les élèves qui ont joué ont vu d'un point de vue intérieur, et créer comme ça, justement, des interactions et une meilleure peut-être compréhension des résultats par les élèves qui viennent de jouer. Une question d'un collègue sur la colonne but, savoir comment vous fonctionnez pour la comptabilité de ces buts. Est-ce que ce sont peut-être les arbitres? Est-ce que c'est aussi dans l'application? Exactement. Alors, il faut bien différencier, c'est pour ça que justement, ce n'est pas dans l'application, le rôle d'observateur du rôle d'arbitre. Ce n'est pas la même personne. Donc, les buts seraient effectivement plutôt comptabilisés par des arbitres ou d'autres styles, on va dire, d'observateurs qui seraient uniquement garants de ça. L'observateur va vraiment, en fait, on essaie de transformer l'observateur comme étant un véritable rôle et pas simplement on occupe un élève pendant qu'il ne joue pas. Et c'est très important ce que vient de dire Mika, parce que dans le choix que vous allez faire pédagogiquement de qui va rentrer justement les données, qui est responsable de rentrer ces données, si vous donnez beaucoup d'importance à l'observateur, c'est-à-dire que c'est lui qui va jusqu'au bout de la démarche, il a observé, et à la fin, en plus, il va rentrer les données qui feront apparaître effectivement les pourcentages, il a une vraie valeur. C'est-à-dire que obligatoirement, cela provoquera, et surtout au début, des débats parce que les joueurs ne vont pas être d'accord sur ce qui a été observé éventuellement. À partir du moment, notamment, alors pas sur le quantitatif, puisque calculer le nombre d'accès à la zone de marque, généralement, on est tous d'accord, le nombre de buts, il n'y aura pas de différence. Par contre, à partir du moment où on va dire le tir était en position favorable ou non, obligatoirement, vous allez provoquer des débats. Déjà que ça provoque des débats quand on en parle entre collègues, parce qu'on peut ne pas tous avoir la même démarche. Et quasiment, ce débat va être presque le plus intéressant, justement parce que c'est ça qui va permettre de faire avancer et en fait de faire évoluer les élèves par rapport à leur pratique. Donc voilà, donc c'est pour ça que le but là n'est pas. Il pourrait être mis à la limite dans multicompteur, mais ce sera un appui qui ne servirait pas à grand chose à mon avis, vu les temps de jeu qu'on a et vu le nombre de buts qui seraient marqués. Sur le même principe, pour compléter ce que dit David, donc là, on se base sur des chiffres qui sont sur un seul match. Donc, un seul match de 6 minutes, c'est très peu pour au final avoir quelque chose dans le global et dans le degré d'acquisition qui va être vraiment exploitable. C'est pour ça que vous voyez que là, on a prévu un match 2. On en a même masqué des matchs. Il faut quand même en avoir 3, 4, 5 en stock. C'est vraiment l'idéal. Plus vous allez avoir de données, plus ça va être juste aussi par rapport au positionnement de votre élève. Bien sûr, surtout sur un jeu collectif, surtout si les équipes changent tout le temps, surtout après, voilà, il va falloir adapter obligatoirement votre proposition par rapport à votre organisation.
Et faire très attention au pourcentage. Comme vient de dire Thibaut, sur 6 minutes, attention, un pourcentage, il peut passer de 70 à 50% en deux clics, quoi. Donc, Voilà. On peut faire la obligatoirement, c'est démonstration voilà. tout de suite. Hein. Hop, je vais rajouter une possession là et regardez ce qui se passe sur le 59-75. Voilà, là, on a bougé de 3% pour une chose. Mais un élève, ça veut dire qu'à un moment, 3%, il a perdu de la couleur aussi. Donc, lui, il va mal le prendre d'avoir perdu de la couleur. Et puis, alors, si en plus, derrière, il perd un degré d'acquisition, donc voilà, il faut vraiment faire attention aux chiffres qu'on manipule. Donc pour la suite, en fait, on va repartir. Donc on vient d'analyser, l'outil nous a permis d'analyser ce que a priori les équipes auraient travaillé, et on va rentrer dans une autre phase qui va être les parcours différenciés pour s'adapter en fonction de ce que chacun a besoin. Et pour cela, on va utiliser donc une présentation interactive, donc un PowerPoint, d'accord, Keynote, enfin tout ce qui permet de faire des présentations interactives. Le principe étant toujours le même, c'est les élèves qui vont manipuler cette présentation directement en allant chercher les informations, les exercices qu'il y a à faire, d'accord, sont prévus au sein de l'application. Donc, je te laisse faire Thibaut, je te laisse faire les clics. Ouais. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on a marqué comme problème faire progresser le ballon individuellement ou collectivement dans la zone de marque ou se mettre individuellement ou collectivement en position favorable de tir. Donc, on va retrouver exactement le même vocabulaire à l'entrée de cette présentation. Et puis, l'élève, avec son équipe, en fonction de leur problème, ils vont cliquer sur l'un ou l'autre. Donc là, je vais choisir faire progresser le ballon individuellement et collectivement. Et donc là, on va proposer deux choses. Donc, encore une fois, ça va être un choix de l'équipe. Il y a un réel projet de l'équipe là qui commence à se mettre en place. Donc, soit on va travailler les compétences collectives, soit on va travailler les compétences individuelles. Donc, nous, on va choisir plutôt les compétences collectives. Et là, vous voyez que l'élève, il va avoir d'une part son schéma avec l'avantage que c'est une vidéo, donc ça bouge, il se passe des choses, on voit les joueurs, comment ils se placent, comment ils se déplacent, le matériel. Il retrouve sa consigne. Il va pouvoir aussi voir, encore une fois, ce que le professeur attend. Vous voyez qu'il y a ce « nous réussissons si », et là, il va falloir appuyer pour les élèves sur ce bouton-là pour savoir ce qui est attendu. Alors, en fonction de ce que vous voulez organiser, soit vous leur demandez de regarder avant l'exercice, soit vous leur demandez de regarder une fois qu'ils sont passés pour voir le décalage. Voilà, on ne savait pas ce qu'attendait le prof et donc du coup, là, qu'est-ce qui se passe? En fonction de ça, à la fin de l'exercice, en fonction des résultats, puis je cliquerai après sur les différents endroits, l'élève va dire s'il a validé, c'est-à-dire qu'il a rempli les critères de réussite, ou il n'a pas validé. Et en fonction de ce sur quoi il va cliquer, ça va le renvoyer sur un exercice en complexification ou sur un exercice en simplification. Donc là, j'ai été élève, je vais maintenant cliquer, j'ai regardé ma consigne, j'ai lu ma consigne, je sais ce que j'ai à faire. Alors, suivant le moment où vous le placez, là, je demande à ce qu'ils regardent le critère en amont. Ils vont appuyer sur le critère. Sur 10 essais, je réussis 7 fois. Donc, je vais revenir sur… Hop, j'ai quitté mon partage d'écran. Voilà, je vais revenir en arrière en appuyant sur la petite maison. Donc là, cet exercice-là, nous, on a réussi 8 fois. On a validé. On va cliquer sur « Valider ». Alors là, je n'ai pas activé les boutons. Tu repartages, Thibaut, ou pas? Ouais, pardon, je ne suis plus en partage. Non, il faut que tu pardon. repartages. Alors, j'y retourne. Tac, tac, tac. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait quitter mon partage d'écran. Clac. C'est bon? Voilà, ouais, ça va On y redémarrer. est? C'est bon. Voilà. Donc là, on n'a pas prévu, nous, que les boutons validés, non validés soient cliquables, juste pour la démonstration qu'on vous fait ce soir, mais on pourra avoir un enchaînement comme ça de 5, 6, 7, 8, 9, 10 exercices, peu importe. L'idée, c'est qu'on va amener l'élève à progresser dans la compétence qu'on a déterminée avec lui comme étant prioritaire. Donc, une fois que l'élève aura suivi comme ça son parcours de différenciation, donc encore une fois, je peux utiliser un tableur pour savoir où en est l'élève dans ce parcours, donc ce qui va me permettre de suivre son travail effectif. Et puis, pour ce qui est du suivi des progrès, cette fois-ci, ça se passera de nouveau sur le tableur général, puisque quand il va rentrer son match 2, on va pouvoir aussi comparer les résultats et voir
les pourcentages modifiés et puis voir aussi le degré d'acquisition. Donc là, vous allez pouvoir mettre en place, en fonction de ce que vous voulez faire avec vos élèves et de ce que vous sentez de faire avec vos élèves, un ou plusieurs outils de suivi des progrès. Donc là, avec l'enchaînement des outils qu'on vous a présentés, on a présenté donc l'élève qui était incompétent, inconscient. Grâce à la première consigne où on a de multicompteurs et la première vidéo, on a commencé à donner un petit peu de sens à ce qu'on allait faire. On a bien spécifié avec notre deuxième consigne et notre deuxième vidéo. Donc là, on avait un élève qui était toujours incompétent, mais qui était conscient, donc pour reprendre les termes de la présentation de Mickaël au tout début. Et puis, avec la différenciation de parcours, ce qu'on espère, c'est qu'à la fin de son parcours, ça va devenir un élève plus compétent et conscient. Et donc, comment il va pouvoir s'apercevoir de ça? Grâce à nos tableurs, avec ces suivis de compétences et avec ces modifications de pourcentage, en prenant bien en compte à chaque fois le système de chiffres, de mots par rapport aux différentes compétences et puis au système de couleurs. Voilà, après, alors… Vas-y, je réponds juste une question à Nadir. Merci Nadir pour ta question. Donc, Nadir, il demande si cela implique que les équipes restent relativement stables dans leur composition. Alors, effectivement, après, ce sont des choix évidemment pédagogiques, mais oui, c'est sûr que si on veut pouvoir suivre l'évolution d'un groupe, il faut que ce groupe reste relativement stable durant la partie, ou en tout cas où il est évalué ou observé. Alors, les petites aides, les petits conseils qu'on peut donner éventuellement, c'est qu'effectivement, il est difficile d'imaginer qu'on puisse conserver un même groupe lors de toute une séquence d'apprentissage. Et donc, effectivement, on peut peut-être imaginer qu'on crée ce groupe stable et fixe à partir de la moitié, voire, on va dire, du deuxième tiers, en tout cas, de la séquence. Et effectivement, terminer, en tout cas, la séquence avec des groupes qui sont plutôt stables. Mais oui, si on veut suivre les progrès, il faut effectivement que les équipes soient le plus stables possible. Voilà, ensuite, techniquement, ce qu'on a utilisé dans le tableur, il y a la fonction principale, donc c'est la mise en forme conditionnelle, qui permet non seulement d'éclairer les cases, mais de signifier aux élèves où ils doivent remplir. Et vous avez vu que dès qu'ils remplissent la couleur justement dans laquelle la case ils devaient remplir disparaît. D'accord? Donc là, c'est ça. Donc ça, on en parlera peut-être après au niveau des formations qui sont proposées. Et la deuxième chose qu'on a utilisée, c'est en fait, par exemple, pour afficher dépassé, insuffisant, fragile, il y a plusieurs possibilités à ça techniquement. Ce serait éventuellement de créer une sorte de barème ou alors de créer des conditions. Voilà, c'est-à-dire qu'en fonction d'un certain pourcentage, on écrit quelque chose dans une autre case. C'est exactement le même principe pour l'analyse de l'équipe 1 et l'analyse de l'équipe 2. C'est-à-dire en fonction des chiffres qui sont affichés dans une case, j'affiche quelque chose dans une autre case. Donc, il y a plusieurs… Voilà, Thibaut vous montre la formule. En plus, il code en anglais. Vous avez vu, il écrit tout en anglais. Voilà, donc c'est des conditions, un if. Ce serait écrit si c'était en français. Et en fonction, vous voyez que… Alors, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Ça peut faire très peur, bien sûr, quand on voit un truc comme ça. Ça fait surtout peur parce qu'il y a beaucoup de parenthèses un peu partout. Voilà, mais ça, c'est l'aspect technique, on va dire, et ça peut être justement sujet à faire des formations. On a fini, je pense, de notre côté. Donc après, on va plutôt peut-être passer aux questions. Ou si tu veux revenir, Mika, sur la présentation. Ouais, je voulais juste resituer juste la fin de ce que vous avez dit, Thibaut, à un moment donné, resituer effectivement le fait aussi dans la proposition que j'avais fait au départ, c'était effectivement quelque chose qui était un peu cyclique, mais Thibaut a précisé, et c'est très juste, qu'effectivement, après une première partie, une première séquence d'apprentissage, il faut absolument effectivement poursuivre l'évaluation qui est faite d'un acquis des élèves pour repartir sur une boucle effectivement de prise de conscience, de suivi des progrès, etc. Et c'est quelque chose qui se fait un peu de manière évidemment cyclique et récurrente. Et c'est ça qui permet justement à l'élève aussi de percevoir ses progrès. Et c'est hyper important parce que si on donne juste à l'élève une information au début du cycle et la même information à la fin du cycle, et qu'entre-temps, il n'a pas pu justement se retester, entre guillemets, sur le grille d'évaluation, forcément, ces progrès, même s'il en a eu, il n'en prendra pas conscience.
Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qui est vraiment aussi important, c'est de bien réfléchir au moment où on va faire apparaître le degré d'acquisition. Alors, je ne sais pas, Thibaut, si tu veux bien réafficher, s'il te plaît, le tableur. Mais ça, c'est quelque chose qui nous semble fondamental. Tout à l'heure, dans les besoins des élèves, on a fait apparaître qu'effectivement, il y a toute une partie de l'apprentissage où on est dans un dispositif d'évaluation formative. Ça veut dire que c'est un dispositif où, au contraire, le but, ce n'est pas de faire la somme ou de faire le bilan, en tout cas, des acquisitions des élèves, mais au contraire, de juste montrer ses progrès. Et donc, cette partie dans les 2 dernières colonnes qu'on voit ici sur ce tableau, il faut vraiment réfléchir à quel moment on les fait apparaître. Parce que si on les fait apparaître trop tôt dans le cycle, on peut aussi décourager les élèves. Parce que l'élève, si on le fait apparaître au bout de 3 secondes, cette grille d'acquisition, de degré d'acquisition, qu'est-ce qu'il va se dire l'élève? Il va dire j'étais au niveau insuffisant, par exemple, lors de la première leçon. Je suis toujours au niveau insuffisant lors de la troisième. En gros, bon voilà, j'abdique, je me décourage et je ne progresserai pas de toute façon. Et donc, c'est vraiment important parce que, à notre idée, en tout cas, ces 2 dernières colonnes, il faut vraiment qu'elles apparaissent vraiment lors des 2 dernières leçons, à la fin de la séquence d'apprentissage, le plus tard possible, pour que l'élève ait eu le temps et pas la pression justement sur le fait qu'il allait être évalué de manière sommative à n'importe quel moment de la séquence. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en mémoire, enfin avoir en mémoire, parce que c'est justement dans ces stratégies ensuite de contournement de la part des élèves ou au contraire de découragement, des choses qui peuvent arriver si on le propose trop tôt. Et donc la première partie de la grille d'évaluation, donc là où c'est indiqué global dans le tableau, c'est vraiment cette partie-là qui doit apparaître tout au long de la séquence d'apprentissage. On pourrait même imaginer qu'on a ce même tableau répété lors de chaque leçon pour que l'élève puisse se retester à chaque fois et voir ses progrès. Et d'ailleurs, on peut aussi, et on le voit tout le temps, il ne faut pas penser que les progrès vont être forcément d'une progression rectiligne. Il y a des fois où il va y avoir justement des régressions, d'autres progressions, mais c'est justement l'intérêt de discuter de ça avec les élèves pour qu'ils prennent conscience de pourquoi, à un moment donné, ils étaient sur une phase de progression, pourquoi, à un moment donné, là, ils sont sur une phase ou de stabilisation ou même peut-être une petite régression. Et justement, et c'est important à ce moment-là que l'élève ait ces informations-là pour qu'on puisse le rassurer et lui dire justement qu'il lui reste encore du temps pour arriver jusqu'à l'acquisition attendue. Alors, je ne sais pas après si on peut passer aux questions. Ouais, ce serait… Toutes sortes de questions d'ailleurs. Alors, Élodie, vous m'entendez? Élodie, vas-y, David. Alors, il y a une question de Jérémy qui demande pour projeter en gymnase, est-ce qu'avec un picoprojecteur sur batterie, c'est viable? Alors, ça va dépendre de ton gymnase, effectivement, et du lumens, mais les picoprojecteurs, pour l'instant, ils sont très attrayants au niveau du poids, mais c'est vrai qu'au niveau lumens, ils sont très faibles, très très faibles, parce que par expérience, moi, je conseillerais 2000 lumens pour que ce soit à peu près viable dans n'importe quel type de gymnase. Parce que non seulement ça va dépendre de ton type de gymnase et sur quelle surface tu projettes, quelle est la couleur de la surface que tu projettes. Les picoprojecteurs, il ne me semble pas qu'il y en ait beaucoup qui dépassent les 150 lumens. Donc ça paraît très attrayant. Après, faut faire attention parce que la différence, par exemple, de poids, je compare avec ce que nous avons dans notre établissement. Les vidéoprojecteurs qu'on a, ils pèsent 1,5 kg. Hein. Donc, ils sont vraiment très transportables. Il y a des sacs de transport avec. Voilà, 1,5 kg, on transporte n'importe où. On peut le placer n'importe où. Et surtout qu'il y a une énorme différence de prix parce que sur un picoprojecteur qui serait très, très lumineux, ça arrivera à un moment donné, c'est sûr. La différence de prix, c'est x3 pour quelque chose qui sera peut-être moins bien. Donc pour l'instant, voilà, moi, mon avis serait, pour l'instant, c'est pas valable. Maintenant, si le gymnase n'est pas très éclairé, ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que l'avantage de la batterie, d'être sur batterie, c'est qu'on ne trimballe pas la rallonge, enfin, c'est moins d'organisation. Les picoprojecteurs, en plus, généralement, peuvent se mettre directement même sur des trépieds. Donc effectivement, ce serait très bien et vivement que ça arrive. Picoprojecteur très performant. Je profite, il existe des petits écrans portatifs qui permettent aussi de mieux réfléchir tout ce que vous projetez. Donc, ça peut aider. Ça fait un truc de plus à transporter, mais ça aide le Pico à être utile en gymnase.
Alors, bien sûr, essayer de projeter un maximum sur du blanc, sur quelque chose de clair. Voilà, c'est ce qui reflète le mieux. Donc, dans notre établissement, par exemple, on va dire privilégié, puisqu'on est quasiment les seuls utilisateurs du gymnase, alors que c'est un gymnase municipal, mais on a fait peindre en fait tout un pan de mur blanc sur lequel généralement on s'installe, et généralement c'est là où il y a la saisie des portées. Enfin, c'est un espace qu'on occupe souvent pour que ça projette justement très bien. Alors, il y a deux questions. Une sur l'aspect matériel. Donc, si on a un petit peu de temps, voir le matériel qui est nécessaire à la mise en place de ce type de projet. Et puis, une autre question sur l'acquisition de la compétence, je vais vous la lire, ça ira plus vite. L'acquisition de la compétence est évaluée de façon sommative. Vous dites que vous faites apparaître les degrés d'acquisition de la compétence sur les 2 dernières leçons uniquement. Tu veux qu'on fasse le matériel un petit peu au départ, vite fait? Alors, pour l'aspect matériel, en fait, c'est souvent ce qu'on dit quand on fait des formations. On n'a pas besoin en fait de tant de matériel que ça dès le départ, et c'est surtout pas une bonne idée d'utiliser directement, de dire je vais tenter avec 8 tablettes d'un coup, tout le monde va en avoir une. C'est une très mauvaise idée. Le premier matériel, par exemple, que moi je conseillerais, c'est un vidéoprojecteur. C'est déjà de projeter ses consignes et de voir l'impact que ça a. Le fait de projeter, de pouvoir les voir de loin, de pouvoir y revenir sans avoir besoin de passer par le prof, c'est vraiment, ça change énormément de choses de base. Maintenant, il est évident que la tablette est un outil privilégié en EPS, notamment par ses multiples fonctions et la fonction, on va dire, principale, mais ce sera l'objet du deuxième webinaire, de pouvoir filmer. Donc obligatoirement, et d'avoir tout de suite le retour vidéo. Dans les conseils qu'on pourrait donner, par exemple, si on parle de nombre de tablettes, Mickaël, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je pense que c'est très très rare quand on dépasse 8 tablettes en même temps. Alors bien sûr, il y a des établissements où, comme celui de Thibaut, où tous les élèves ont une tablette. Donc là, il ne se pose pas la question de savoir. Et donc, c'est une autre organisation encore. Oui. Parce que peut-être Thibaut, tu vas en parler, mais peut-être que trop de tablettes, des fois, c'est pas une bonne idée, en fait, que chacun la sienne. Donc, il faut s'organiser. Et par contre, oui, pour la saisie des portées, sur un ordinateur, c'est mieux. Alors, pourquoi sur un ordinateur? Uniquement parce qu'il y a un clavier. Et le désavantage, on va dire, des tablettes, alors à moins de mettre en limite un clavier avec la tablette, c'est que, surtout au début, c'est que vous pouvez voir des élèves qui vont mettre énormément de temps, mais au-delà de la minute, pour rentrer un chiffre dans une case. Parce que le désavantage de la tablette, c'est que c'est tactile. Et selon comment vous appuyez, la durée où vous appuyez et comment vous bougez, ça fait plein d'actions. Et pour l'avoir déjà vécu, donc l'avantage, c'est qu'un clavier, c'est plus simple, on voit tout de suite les chiffres où ils sont. Donc ça va quand même plus vite. Voire même, il nous faudrait quasiment, nous, la plupart du temps, uniquement un pavé numérique, c'est-à-dire que des chiffres. Parce que c'est assez rare, en fait, qu'on rentre autre chose que des chiffres. Je sais pas, Thibaut, si tu veux compléter peut-être au niveau du Ouais, je vais compléter, matériel. David. Je Ouais, peux répondre vas-y. sur la première partie de ta question. David a parlé de 8 tablettes maximum. Moi, j'irais même beaucoup plus loin. Je trouve que le nombre de fois où on dépasse 3 tablettes est déjà assez rare. C'est vrai. Et donc, ceci pour 2 raisons. Déjà parce que quand on met un certain nombre de tablettes donc, dans la classe, il va falloir gérer aussi tout ce qui va en ressortir, toutes les données qui vont en ressortir, etc. Et les élèves, et ils ont raison, si on les engage dans des tâches d'observation, de récupération de données, d'analyse, et qu'après, on n'est pas en capacité, nous, en tant qu'enseignants, de rebondir sur ce qu'ils vont faire, et ben, comme toutes les tâches qu'ils vont faire, ils vont se dire, en fait, j'ai fait quelque chose, mais ça ne sert à rien, puisque le professeur ne rebondit pas dessus, et donc, ils abandonnent. Mais ce n'est pas leur faute, c'est la nôtre. Et donc, moi, je pense au contraire que, notamment au départ, il faut limiter largement le nombre de tablettes qu'on met dans les mains des élèves et qu'on soit justement en capacité de rebondir sur tout ce qui va nous revenir en termes d'informations et en termes de données. Et ça, c'est vraiment important, notamment dans le lien entre les évaluations ou en tout cas les recueils qui vont permettre de donner un niveau d'acquisition, par exemple, ou un progrès, et le lien avec les
outils ou en tout cas les parcours qu'on va pouvoir leur proposer derrière. Parce que si on met par exemple 25 tablettes dans une classe et que les 25 élèves reviennent en même temps avec leurs résultats et qu'on n'est pas en capacité de les orienter vers des parcours personnalisés ou individualisés, ou alors ça va faire une file d'attente immense devant vous, le temps que vous disiez à chacun où ils doivent aller. Enfin, ce n'est pas efficace, c'est une perte de temps. Donc moi, je pense qu'au contraire, il faut commencer vraiment avec 3 tablettes. Je trouve que déjà, effectivement, avec 3 tablettes, un vidéoprojecteur, c'est déjà énorme de tout gérer et de pouvoir créer, on va dire, une cohérence à l'intérieur de tout ça. Je voulais aussi juste revenir sur la projection. Je crois qu'on tant qu'on ne l'a pas utilisé, en tout cas, on n'a pas l'impact suffisant. On ne mesure pas en tout cas l'impact que ça peut avoir à la fois dans le changement d'autonomie des élèves et dans le changement de la cohérence du dispositif d'enseignement. David l'a dit, hein, mais c'est vraiment, moi, je trouve plus important que ce qu'on peut l'imaginer comme ça. Dès qu'on projette des informations, des consignes, il y a 2 impacts très forts. Déjà, ça construit une histoire de classe. C'est-à-dire que les élèves vont savoir qu'il y a des endroits où ils peuvent avoir des informations sur ce qu'ils ont à faire. Et que cet endroit, il est pérenne, il est tout le temps là. Et à chaque moment, ils peuvent venir se renseigner sur quelque chose qu'ils n'ont pas compris, sur une évolution. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. La deuxième chose, c'est que vous, en tant qu'enseignant, ça vous décharge énormément de la diction, de donner des consignes. Et nous, on s'est quand même aperçu, c'est de l'expérience de terrain, mais on s'est aperçu que depuis qu'on utilise cette présentation, le temps qu'on passe à s'occuper de l'apprentissage des élèves, c'est-à-dire le guidage, c'est-à-dire aider les élèves en difficulté notamment, il a décuplé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et le dernier point juste sur lequel je voulais revenir, c'était donc le dernier point sur la… Je crois que c'était sur non, moi j'ai oublié. Bon, écoutez, ça me reviendra. Je réponds à Elodie qui dit que la gestion vidéoprojecteur à installer et désinstaller à chaque cours de gymnase est aussi compliquée à mettre en place, je trouve. Oui, mais encore une fois, c'est une organisation, mais comme tout matériel en fait qu'on va utiliser, comme des plots, en fait, c'est un nouveau processus à mettre en place et l'installation de l'outil numérique en lui-même fait partie totalement et intégralement de l'installation du matériel. Ce n'est pas, par exemple, donc bien sûr, ça se met en place au fur et à mesure, mais chez nous, en tout cas, ce sont les élèves qui sont en charge de l'installation de ce matériel. Alors bien sûr, au départ, attention à bien choisir les bons élèves, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui rentre en fait dans le processus et voilà, d'aller récupérer les tablettes, de les récupérer à la fin. Il y a tout un process en fait. Nous, on appelle ça aussi le nettoyage des tablettes, puisque ce sont des tablettes qu'on a partagées entre collègues. Donc, c'est ne rien laisser dessus. À partir du moment où on a filmé, on a pris des photos, etc., il y a tout un process pour nettoyer, on va dire, les tablettes, pour pas laisser des informations n'importe où et les laisser remplir au fur et à mesure. Alors, je voulais revenir juste et donner la parole à Thibaut, parce que toi, tu es dans le cas avec tous les élèves ont leur tablette, donc s'ils la remplissent, voilà, nous c'est pas c'est la même chose, totalement hein. différent. Donc, ça, comme disait Mika, au début, on n'a pas démarré avec tous les élèves viennent en cours avec leur tablette. Maintenant, ça m'arrive de le faire plus qu'avant pour tout ce qui va être recueil, par exemple, en demi-fond, pour tout ce qui va être combiné athlétique, relever les performances et donner d'autres informations aux élèves sur leurs objectifs, etc. Après, il y a d'autres activités où ça peut être aussi plus dangereux, ne serait-ce que pour le matériel. Souvenez-vous la consigne tout à l'heure qu'on a donnée et qui est vraiment la consigne, je pense, sacro-sainte pour tous les membres du GEP. Il n'y a jamais de tablette posée par terre. Quand vous arrivez en salle de gym, que vous avez 30 élèves et qu'il y a 30 iPads plus celui du prof, ça fait 31 iPads plus un vidéoprojecteur. Faut très souvent regarder où on met les pieds. Donc, trouver une stratégie aussi pour stocker ce matériel-là. Alors, nous, par exemple, on a des caisses en plastique, des caisses de rangement que vous pouvez avoir à la maison, celles qui font 30 cm par 20 cm, et on peut stocker les tablettes dedans. Alors, même quand on n'a que 5 tablettes, l'avantage, c'est que les rebords sont hauts, donc ça évite de marcher dessus. Voilà, donc on a du coup aussi modifié un petit peu notre façon d'enseigner par rapport à ça. Comme disait Mika sur la sectorisation des différents lieux, effectivement, il y a un endroit où on va déposer les tablettes, ça sera la main à la tablette. Il y a un endroit où on va pouvoir les utiliser. Si je suis sur un atelier, je vais les poser plutôt à tel endroit qui a été identifié. Le vidéoprojecteur, il sera placé à tel endroit, il sera installé par un tel, désinstallé par un tel. Enfin, voilà, le fait de multiplier la quantité de matériel, c'est comme quand vous multipliez votre nombre de plots. Il va falloir distribuer, récupérer, etc., etc.
J'ai vu qu'il y avait une question aussi sur la Ouais. saisie déportée. Donc, justement, j'y réponds puisque j'étais dessus sur les différents espaces. La question était de savoir s'il fallait un ordinateur pour la saisie déportée. Pas forcément un ordinateur, il suffit d'avoir un tableur. Un tableur, ça existe sur des tablettes iPad, ça existe sur des tablettes Android, ça existe sur un ordinateur. Donc après, en fonction du matériel qu'on a, donc soit qui est acheté par l'établissement, soit qui est disponible dans l'établissement, soit qui est mis à disposition des collectivités, là, en fonction de ça, on va utiliser plutôt une tablette ou un ordinateur pour sa saisie des portes. Alors, c'est la question de Paul, peut-être que oui, tu c'est ça, voulais exactement. remettre en avant. Alors, effectivement, Paul nous demande si l'acquisition de la compétence est évaluée de façon sommative. Alors, je ne sais pas, Paul, peut-être qu'il faudrait que tu précises ta question. Alors, si j'ai bien compris, c'est est-ce que tu veux dire que l'acquisition est évaluée uniquement sur de la partie numérique, enfin, sur la partie statistique, sur la partie chiffrée, c'est ça Michael, si tu peux me permettre, je pense que le collègue a simplement été troublé par la temporalité. C'est-à-dire que tu as dit que finalement, les indicateurs teintés de couleurs n'apparaissaient que sur l'avant-dernière et la dernière leçon, ce qui peut apparaître comme un paradoxe, puisque vous vantez vous-même, et à juste titre, le suivi de l'élève. Voilà, donc je ne crois pas me tromper en essayant d'interpréter sa question, en disant que peut-être qu'on peut aussi le distribuer à d'autres moments de la séquence, avec les limites que vous avez évoquées à juste titre, Ouais. c'est-à-dire l'estime de soi, ce qu'on renvoie à l'élève. Mais je ne pense pas que ça soit verrouillé de cette manière-là. Oui, peut-être que comme j'ai voulu mettre en avant plutôt le côté préventif plutôt que le côté, effectivement, j'ai peut-être un peu trop insisté effectivement sur les 2 dernières séances. Non, alors pas du tout, Paul, pour répondre. Enfin, en tout cas, c'est ma conception. Les collègues pourront aussi répondre. Non, bien sûr, on peut très bien mettre en place une compétence. Comment dire, une évaluation qu'on appelle au fil de l'eau. Hein. C'est-à-dire que si un élève, effectivement, au cours de la séquence, a acquis un certain nombre de ce qu'on attend de lui, des acquisitions attendues, pourquoi pas, on peut très bien les valider. Ce que je voulais juste te dire, c'est qu'en fonction peut-être de son public, des élèves qu'on a, et aussi de l'activité dans laquelle on les met en apprentissage, il peut y avoir des comportements de découragement ou des attitudes de découragement si jamais ils s'aperçoivent, par exemple, à la moitié du cycle, qu'ils sont trop loin du but attendu et que donc à ce moment-là, ils risquent éventuellement de se désengager. Mais on peut très bien, par exemple, pour un groupe d'élèves, et c'est aussi l'avantage, je trouve, de ces tableurs, c'est qu'on peut très bien différencier ligne par ligne. C'est-à-dire que si on a un élève au milieu du cycle, par exemple, dont on s'aperçoit qu'il a sans doute acquis la compétence, on peut très bien, pour cet élève-là, sur sa ligne à lui, modifier l'évaluation, faire apparaître l'évaluation d'acquisition, et puis pour un autre élève, dans un autre onglet ou dans une autre feuille, lui, rester sur une évaluation qui est davantage formative. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Paul. Peut-être pour mettre en avant et à juste titre tout le travail aussi des membres du GEP, je vous rappelle qu'il y a une communication régulière toute l'année à travers le MAC du GEP que nous vous adressons via les établissements. Et très honnêtement, voilà, c'est un travail tout à fait remarquable de conception et vous y trouverez beaucoup de réponses là, à vos questions, notamment sur les applications. Et voilà, je me souviens, moi, de notre réflexion autour du travail de la voix, qu'on avait mentionné dans le dernier MAG, puisque c'était là aussi en réaction aux environnements de travail qu'on a tous, que vous avez tous vécu au moment où il a fallu être masqué. Voilà, c'était quand même moins simple de distribuer un certain nombre de consignes. Et vous voyez qu'on a des palliatifs qui sont quand même très intéressants à travers la projection des consignes. Et puis l'application qui était mentionnée dans le MAC du GEP, qui permet à travers la tablette de distribuer les consignes oralement parce qu'elles ont été préenregistrées et qu'il suffit après juste de cliquer. Donc je vous invite vraiment à être en veille sur toutes ces publications parce qu'elles sont vraiment très éclairantes.
est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues ou d'autres questions que Oui, les collègues voudraient éventuellement… Je voulais intervenir par rapport à la question d'Élodie tout à l'heure sur l'affichage des consignes via le vidéoprojecteur. Il y a la possibilité aussi via un trépied de mettre une tablette avec un coin où on peut mettre des consignes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le mettre à l'extérieur aussi facilement. Et quand on est en extérieur, en demi-fond, etc., on peut avoir les consignes aussi sur la tablette. Un coin consigne. Et ça, c'est assez efficace. Il faut savoir aussi, et je l'ai vu moi ces dernières années, alors c'est certainement un investissement un petit peu plus coûteux, mais j'ai vu des TNI mobiles. Il y a certaines équipes dans l'académie qui ont ça dans leur gymnase. Alors c'est assez remarquable, puisque voilà, un TNI qui est sur roulette, qui donc permet d'afficher, de projeter, voilà. Bon, ça a certainement un coût, mais c'est vrai que c'est assez remarquable. Il y a peut-être une dernière question sur les dotations dans le 95. Alors, je ne sais pas si quelqu'un au GEP est au courant des dotations qui peuvent être faites en établissement, savoir si elles sont vraiment mises à disposition des enseignants et des enseignants d'EPS. Donc, c'est le projet des territoires numériques éducatifs. On a Mika. Alors, moi, je ne vais pas répondre forcément uniquement. Enfin, non, pour le 95 précisément, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que en ce moment, on est comme dans une période où il y a des dotations de tablettes qui commencent à devenir régulières, et puis peut-être des dotations qui ont été un peu mieux réfléchies, peut-être que ce qui se faisait il y a une dizaine d'années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, si le projet des territoires numériques, comme tu en parles, Ludovic, propose donc des tablettes dans les établissements, forcément, il faut essayer de voir pour qui elles sont dotées. Est-ce que c'est des tablettes partagées? Est-ce que c'est aussi des fois le cas? Ou est-ce que c'est des tablettes qui sont, entre guillemets, étiquetées par discipline ou par groupe? En tout cas, ce qu'on peut vous conseiller là-dessus, c'est qu'il y a quand même des demandes qui sont aujourd'hui, notamment dans les conseils généraux, qui sont possibles à faire actuellement par l'intermédiaire de votre hiérarchie, avec des projets qui sont aujourd'hui quand même plutôt bien entendus, bien écoutés de la part des conseils généraux, sachant notamment qu'en EPS, on fait partie effectivement des disciplines les moins dotées, entre guillemets, par défaut, puisque les autres disciplines ont par défaut dans leur salle déjà toutes des installations. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal de demandes, en tout cas de dotation, qui émanent des équipes pédagogiques qui sont validées et qui sont acceptées. Donc en tout cas, si vous n'en avez pas, il faut vraiment vous renseigner auprès de votre gestionnaire et auprès de votre chef d'établissement pour savoir quelles sont les démarches à effectuer en cas de volonté de projet. Je réagis à ce que je vois dans le fil aussi, Mika. Effectivement, les collectivités de rattachement influent aussi directement sur le niveau d'équipement. C'est-à-dire que là, je vois les collègues qui parlent pour les secondes d'ordinateurs. Donc là, on est vraiment au niveau de la région qui a une politique de dotation d'ordinateurs ou de tablettes pour les élèves. Donc là, les collègues du GEP qui sont en lycée en parleraient bien mieux que moi. Après, nous, on a la chance dans les Yvelines d'avoir un département qui finance des mallettes, des mallettes iPad avec une dizaine de tablettes à l'intérieur. Il faut faire une demande auprès du conseil départemental et de la DAN en montant des projets. Mais là, c'est vraiment des volontés qui sont des collectivités de rattachement. Donc, du coup, en fonction de votre département, effectivement, voilà, notre académie est grande, il y a beaucoup de départements, donc c'est compliqué pour nous de savoir exactement ce qui se passe dans chacun des départements. Pour les collèges dans le 78, c'est en ce moment, les demandes, les appels à projets, c'est jusqu'au 16 avril. Il faut se renseigner auprès de son chef d'établissement qui normalement a toute la documentation pour pouvoir remplir le projet. Très bien. On arrive à 20h. Voilà, on avait dit qu'on tiendrait le timing et on est dans le timing, donc c'est parfait. Sauf à considérer qu'il y ait vraiment une dernière question hautement importante, ce qui serait tout à fait légitime.
Je vous propose qu'on clôt ce premier opus, hein, en remerciant une nouvelle fois évidemment tous les acteurs du GEP, en vous remerciant vous aussi, hein, d'avoir été présents. On est monté jusqu'à 78 présents sur ce premier Open. Voilà, on espère que vous y avez trouvé à la fois des réponses et aussi peut-être, je l'espère, avoir déclenché des envies, hein. N'hésitez pas à innover, à expérimenter. On a le droit de faire des erreurs, hein, et vous en ferez, on en a tous fait, au moment où on s'approprie aussi de nouveaux modes de fonctionnement. Mais c'est important, voilà, d'innover, hein, et de se projeter de cette manière-là. On se retrouve, donc, si vous le souhaitez, le 29 avril, hein, donc en lieu et place du 15 avril, puisque désormais c'est une journée de vacances pour vous. Et nous serons sur l'hybridation en EPS, hein, avec une expérimentation sur l'activité danse, hein, qui sera présentée par Fabien Pace, là, qui est à l'écran, par Frédéric Lachaud. Et puis, ça me permet aussi de citer Jean-Vibrem Monio, qui a pris la parole. Et puis, Eric Daleski, je ne le vois plus. Mais s'il est là, voilà, il ne s'est pas affiché. Et Geoffrey Bazir, qui ne pouvait pas être là, je crois, ce soir. En tout cas, je ne l'ai pas vu, hein, mais qui est un membre aussi actif au sein du GEP. Voilà, je vous souhaite on vous souhaite une excellente soirée. Je t'interromps, Ludovic, 2 secondes. C'est parce qu'il y a une dernière question de Maud qui revient sur les formations. Non, c'est parce que c'est la transition qu'on a fait tout à l'heure sur les formations numériques. Donc, on va vous envoyer très rapidement, justement, une offre de formation, notamment en partie sur les outils qu'on a vus ce soir, et qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de temps, justement, pour creuser, échanger, mettre en place, et surtout pour vous de créer vos propres outils pendant la formation, et qu'on ait le temps vraiment d'expliciter tout ça. Parfait, il fallait que ce soit dit.